Donc bonjour à tous, je suis psychologue en crèche et aujourd'hui je témoigne en tant que psychologue de crèche et non en tant que journaliste. Donc mes propos seront essentiellement basés sur ma pratique, mon observation clinique des enfants que je peux rencontrer au quotidien et ainsi que des parents bien entendu. Alors le contact avec les écrans, j'ai pu remarquer qu'il était de plus en plus précoce, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, de plus en plus intense et de plus en plus prolongé dans le temps. Et je remarque tous les jours que ce contact justement peut s'observer aussi dès la maternité, c'est-à-dire que l'enfant est dans une pièce ou dans la chambre de la maternité où il y a une télévision qui est allumée, ou alors avec les tatas, les tontons, les parents qui ont leur smartphone. Donc le contact finalement s'opère dès la naissance avec les écrans. Mais c'est un contact que je qualifierais plus d'indirect. Mais après il y a un contact direct qui lui peut s'opérer bien avant la première année, quand l'enfant est lui-même consommateur, alors je mets consommateur entre guillemets, et il est d'autant plus tôt quand il a des grands frères et des grandes sœurs à la maison, puisque pour les parents c'est très difficile de réguler ça. Alors je m'initie au diapo. Hop. Donc du coup, pendant les entretiens avec les parents, il y a une question que j'aborde très souvent, si ce n'est quasi systématiquement, quel que soit le motif de la consultation. Je me dis que c'est une forme de prévention. Je leur demande combien de minutes par jour leur enfant est exposé aux écrans. J'insiste bien sur le terme minutes, c'est un terme que j'estime très important pour vraiment les sensibiliser au poids de chaque instant de leurs petits-enfants de moins de 3 ans devant la télévision. Et généralement, donc, ils font l'exercice avec moi de mettre tout bout à bout pour chaque journée, donc pour chaque créneau, tous les moments où l'enfant consomme les écrans. Et c'est vraiment tout écran confondu. Vous voyez, là, j'ai mis un petit panel représentatif des écrans qui étaient possibles et envisageables. Donc il y a la tablette, l'ordinateur, le smartphone avec peluche, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, l'attaché de presse a eu l'intelligence de m'envoyer le communiqué de presse pour que j'en vante les mérites. Sachez que je l'ai très bien reçu. Et donc il y a aussi le petit pot avec écran, mais ça c'est pas encore très en vogue, puis c'est très critiqué, bien sûr la télévision, et enfin l'outil dont parlait tout à l'heure Bruno Harley, à savoir le transat avec écran. Bref, mis tout bout à bout, les parents sont assez surpris du résultat. Souvent on est de 1, 2 ou 3 heures dans la journée pour un enfant de moins de 3 ans. Et souvent pour un enfant de moins de 2 ans, ce qui pose quand même problème. Alors bien sûr, quand il s'agit d'un enfant qui je vois en section, c'est comme ça qu'on appelle les pièces dans les crèches, qui est très agité, qui a du mal à se poser, qui mord beaucoup ses camarades, qui a vraiment des difficultés à être dans le moment présent, de ne pas être dans l'agitation, même au niveau des gestuels, qui peut avoir des gestes impulsifs, plus que sa tranche d'âge ou plus que le groupe d'appartenance, ben là je redouble vigilance. Ou même des troubles du sommeil, je sais que voilà, c'est vraiment un point qui m'interpelle beaucoup. Et il est très rare que les parents me disent que leur enfant n'est jamais exposé aux écrans. Et quand c'est le cas, ce qui est assez rare, alors soit ils me mentent aussi, parce qu'on ne sait jamais, mais comme je suis psychologue, il y a aussi un devoir de confidentialité, donc généralement ils sont de bonne foi. Et quand c'est le cas, c'est généralement des parents qui préconisent une éducation qui est vraiment assez en marge, je dirais, de l'éducation actuelle. Mais ça reste quand même très ponctuel, malheureusement. Et quand justement le temps d'exposition est important, ou quand je sens l'enfant assez fragile, ou quand je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de sommeil ou de concentration la journée, je lance un défi aux parents. Un défi d'ailleurs qui m'a été largement inspiré par Sabine qui est ici présente, d'arrêter les écrans pendant 1 mois. Ça veut dire d'évincer tout écran de la vie de leur enfant pendant 1 mois. Et là, les réactions sont très, très diverses. Beaucoup de parents d'ailleurs ne se sentent pas capables de le faire. D'ailleurs ça c'est un point que j'aborderai plus tard, on verra pourquoi. Et puis souvent ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant à la place pendant ces instants. Ou alors sinon la maman me dit mais le papa ne sera jamais d'accord. C'est encore autre chose. Et d'ailleurs je connais une maman qui, j'avais préconisé cet arrêt des écrans, elle avait suivi ce conseil, mais elle avait recommencé parce que finalement le papa n'était pas forcément d'accord, c'était un peu compliqué entre eux. Et elle me disait, mais je remarque vraiment la différence. Quand mon petit garçon est avec écran et sans écran, il est vraiment très différent. Malheureusement, le papa ne se prête pas au jeu. Alors, c'est pas forcément le papa ou les mamans, mais c'est juste qu'il faut que les deux partenaires soient vraiment soudés, parce que c'est une épreuve quand même qui est assez éprouvante. Alors, il y a une famille dont je me souviens, et dont j'aimerais vous parler, qui est dans une crèche, donc d'un milieu qui était très défavorisé, où il y a une ville où il y a beaucoup de logements sociaux, des familles de grande précarité. Là, c'est une famille dont la maman ne travaille pas, et le papa vient de trouver un emploi dans un restaurant, un emploi de cuisinier, je crois.
Et c'est des parents qui me viennent me consulter en crèche parce que leur enfant a des problèmes d'alimentation. Alors en crèche, ça se passe plutôt bien, mais apparemment à la maison, ce serait un peu compliqué. Donc ils viennent me parler de ça, et alors bon, comme je fais ma bonne, enfin je suis bien la prévention, je leur demande forcément, je leur pose la question des écrans, et ils me répondent que leur enfant, un petit garçon de 17 mois, donc à 17 mois il marche mais il ne parle pas encore, hein, c'est un petit garçon de 17 mois, c'est vraiment tout petit, je ne sais pas si vous représentez un peu l'enfant, il passe 4 à 5 heures par jour devant la télévision, et uniquement devant la télévision. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps en fait d'aborder les autres écrans dans la journée. Donc je me dis heureusement qu'il a la crèche, comme ça fait un temps où il n'est pas devant la télévision. Et ses parents me disent de manière très spontanée et très libre, parce qu'ils ne pensent pas faire mal du tout, ses parents, ils me disent que la petite sœur de 7 mois est dans la même pièce pendant ces moments-là, elle est dans son transat. Donc elle est immobile, par définition. Elle ne bouge pas, elle est là. Donc c'est assez gênant. Après avoir expliqué justement à la maman et puis au papa les effets des écrans sur leur enfant, savoir par exemple que les écrans les bombardent de stimulation, que la télé, là, en l'occurrence, ça va rendre passif un enfant à l'âge justement il devrait être actif, que je pense que ça épuise, comme disait tout à l'heure Bruno Harley, toutes ses capacités d'attention. Bref, après avoir expliqué toutes ces difficultés-là à la maman et tout ce que ça peut entraîner pour leur enfant, la maman me dit, parce que c'est la maman qui prend la parole, et je vous cite parce que j'ai pris des notes, ça m'a vraiment bouleversée. Je croyais que c'était bon pour mon enfant. Je croyais que c'était bon pour mon enfant et que ça allait l'éveiller. En plus, si jamais j'enlève les écrans, je ne saurais pas quoi faire avec lui. Je n'aime pas lire les histoires, je lis pas très bien le français. Donc pendant l'entretien, il s'agira de proposer aux parents des activités à faire avec leur enfant à la place. Et donc là, cet entretien, si je trouve aussi révélateur et aussi touchant, c'est parce qu'il met en avant 2 enjeux majeurs. D'une part, l'écran fait office de babysitter. C'est assez courant. En même temps, on ne peut pas reprocher aux parents de cette pratique-là. Ils sont débordés, ils sont souvent épuisés, ils ont du mal à finir leur journée, ils sont vraiment stressés déjà par leur propre boulot la journée, donc le soir, quand ils rentrent, ils en ont marre de faire les policiers. Donc, d'une part, d'ailleurs, ma collègue pédiatre de cette crèche appelle ses enfants des enfants connectés, avec beaucoup d'ironie et de sang-froid. Et donc ces écrans occupent remarquablement bien l'enfant pendant que leurs parents vaquent à leurs occupations. Et d'autre part, c'était le premier enjeu, d'autre part, pour ces parents-là, et comme pour beaucoup de parents, l'écran est réputé éveiller et stimuler intellectuellement l'enfant. Ce qui est quand même une aubaine dans une société élitiste qui sévit dès le berceau. C'est du moins le discours ambiant des marketeurs et discours qu'absorbent certaines familles. Car pour certaines familles, finalement, ce qu'on voit dans la télévision, ce qu'on lit dans les journaux ou ce qu'on voit sur les boîtes de jeux, c'est vrai. La télévision est un outil qui est légitime pour certaines familles. Donc du coup, ils ne vont pas remettre en question ce qui est dit. Et d'autre part, j'aimerais aussi vous parler d'une réunion pluridisciplinaire qu'on avait dans une crèche avec une médecin, une psychomotricienne, une infirmière, bref, un peu toute la panoplie, avec des parents qui avaient une enfant qui souffrait d'un retard de développement. Elle était très refermée sur elle-même et elle souffrait aussi d'épilepsie, elle faisait des crises régulières d'épilepsie. Et les parents étaient fiers justement de nous dire, mais c'était vraiment très sincère, enfin, notre petite fille arrive à rester concentrée devant le petit ours brun. C'est quand même assez représentatif, je vous laisse méditer sur cette question-là. Et donc, je me suis dit, mais il y a quand même un souci, mais d'où proviennent ces calomnies, finalement, d'où provient cette désinformation, je dirais même. Et dans le cadre d'une enquête que j'ai réalisée en tant que journaliste pour la revue Le Cercle Psy, une enquête intitulée « La course au bébé Einstein », justement, où je retraçais un peu la surstimulation du tout petit, cette envie des parents qu'ils grandissent plus vite, qu'ils soient intelligents plus vite, plus que les autres. D'ailleurs, enquête dans laquelle j'ai rencontré Bruno Harley et Sabine Duflo. Je suis tombée sur cette fameuse publication dont on a parlé abondamment tout à l'heure, La vie de l'Académie des sciences, l'enfant et les écrans. Et parmi toutes les idées farfelues que j'ai pu croiser pendant cet ouvrage, une a retenu mon attention et je me disais, il faut absolument que je vous en parle, c'est celle-ci. Du point de vue postural, dès 6 mois, le bébé est capable de se tenir assis seul ou un peu aidé devant une tablette. Alors, ça m'a donné autant de frissons qu'un bon roman policier. C'était quand même assez violent. Quand on voit un bébé de 6 mois, je ne sais pas si vous représentez un petit peu le petit être humain que c'est, une tablette, pour moi, c'est 2 éléments qui ne vont pas vraiment ensemble. Bref, cette phrase, donc parmi d'autres, elle enfreint 2 règles majeures du développement, enfin moins du champ de la petite enfance.
Deux règles que tout le monde connaît, d'ailleurs que même les SAP petite enfance connaissent, hein, c'est vraiment connu de tous. La première règle enfreinte, c'est celle du respect du développement psychomoteur de l'enfant. Alors non, on ne maintient pas un enfant en position assise alors qu'il n'a pas encore acquis spontanément cette position. Ça, on le sait. On ne court-circuite pas les étapes de son développement. C'est un premier point. Deuxième point, le respect du choix de l'enfant. C'est-à-dire que là, la tablette vient bombarder de stimulation un enfant qui est en plus coincé physiquement. Et le fait que toute stimulation vienne agresser l'enfant et absorber toute son attention involontaire, du coup, l'enfant n'a plus vraiment le choix de regarder tel ou tel objet autre que la tablette. Donc non seulement il est coincé, mais en plus, on lui impose une stimulation. Parce qu'un enfant à cet âge-là a besoin de découvrir, de manipuler de vrais objets, de vraies interactions, bref, d'être dans la vraie vie. Donc, compte tenu de tous ces problèmes-là, je me suis dit que j'allais faire un peu de prévention dans les crèches, car les préventions, ça s'impose, même si c'est toujours très délicat, parce que l'écran, c'est vraiment un enjeu qui est affectif. Les gens ont du mal à remettre en cause l'usage des écrans, notamment pour les tout-petits, c'est un peu compliqué, même pour les crèches. Du coup, j'ai plusieurs approches de prévention dans les crèches. Ça passe par les entretiens avec les parents, j'essaie toujours d'aborder la question, au moins par prévention. Au cours des réunions aussi de crèches, j'essaie d'aborder cette question. J'essaie aussi de former les équipes à cette question, parce que les équipes méconnaissent vraiment cette problématique autant que les parents eux-mêmes. Et enfin, je crée des affichages de sensibilisation, alors qui sont critiquables, mais c'est une première. Un affichage que j'ai créé dans une crèche d'un milieu très défavorisé, justement, la même ville à laquelle j'ai rencontré ses parents. Donc j'ai repris le message tout simplement du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je n'ai pas été très créative sur ce coup-là. J'ai juste élargi au terme écran, je n'ai pas juste limité à la télévision, parce que ça, il ne faut pas penser que les télévisions c'est mauvais, les tablettes c'est bon, c'est pas si facile que ça. Donc, pour vous dire un peu le texte, regarder les écrans, y compris les programmes présentés comme conçus pour les moins de 3 ans, peut entraîner des troubles du développement, de la passivité, des retards de langage, de l'agitation, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, enfin une dépendance aux écrans. Donc, message du CSA. Voilà, et souvent d'ailleurs les parents me disent ah mais c'est pas grave, de toute façon ils regardent le petit ours brun, ils regardent Dora, donc c'est vraiment pas un problème. Mais non, c'est pas le problème du contenu, c'est aussi le problème du contenant, enfin, je veux dire du média en lui-même. Et enfin donc je terminerai par une petite boutade, parce qu'il faut quand même bien alléger cette ambiance. Ce n'est pas parce que votre enfant se fera tous les soirs, donc depuis ces quelques premiers mois, un cocktail de Dora et de Cars avec un shoot de Baby First, qu'il décrochera le Saint Graal de la société, à savoir un diplôme d'ingénieur plus tard. Merci pour votre attention. Un grand merci pour le respect du timing. On va passer la parole à Sabine Duflot. La règle, c'est qu'on posera les questions après les 3 intervenants. Donc, Sabine Duflot, qui est psychologue également en pédopsychiatrie dans un CMP. Oui, donc bonjour. Donc, comme vous le disiez, je travaille dans un centre médico-psychologique à Noisy-le-Grand, où je reçois des enfants avec leur famille, des enfants qui peuvent avoir, plus jeunes, ils ont 2 ans jusqu'à 16 ans révolus. Donc un échantillon d'âge très, très large. Et puis Noisy-le-Grand, ça a cette particularité, c'est en banlieue dans le 93. Donc on a une population extrêmement diversifiée au niveau culturel, social, au niveau aussi des confessions. Donc quand je suis arrivée là, il y a à peu près 7 ans, avant j'avais travaillé dans un hôpital de jour avec des enfants avec autisme, je me disais chouette, ça va être... finalement je vais rencontrer des pathologies assez différentes, des milieux un peu différents, donc voilà, ça va être diversifié. En fait, je me suis rendu compte que les raisons pour lesquelles les enfants consultés en âge maternel ou bien en élémentaire étaient assez semblables. Ils sont envoyés majoritairement par l'école qui s'alarme des difficultés de l'enfant. Et si on classe ces difficultés en groupe, on retrouve les suivantes. Bon, pour les enfants d'âge maternel, dont je ne m'occuperai pas ici, là je ne parlerai pas, Héloïse en a très bien parlé,
les troubles les plus souvent décrits sont des problèmes de langage. On voit de plus en plus d'enfants qui des enfants qui n'ont pas de retard de développement. C'est pas des enfants avec TED, avec troubles intellectuels du développement, mais ils sont en petite section et ils disent juste quelques mots, alors que le copain d'à côté, il va parler comme dans un livre. Hein. Et voilà, c'est des choses assez intéressantes, alors même qu'il peut y avoir aussi un milieu social qui n'est pas forcément défavorisé. Il y a aussi beaucoup de problèmes de graphisme, ça je ne l'aborderai pas ici, des enfants qui arrivent en grande section et qui font juste un bonhomme tétard alors que celui d'à côté fait un bonhomme parfaitement représenté, et enfin les problèmes de comportement, de sociabilité des enfants qui sont en maternelle encore très égocentrés et qui sont des enfants agressifs, c'est-à-dire dès qu'ils se trouvent dans une situation où il va falloir un peu discuter, essayer de partager, de trouver un compromis pour s'entendre avec le copain, ils n'ont pas du tout appris de technique et ils vont sortir le coup de poing. Voilà, alors tout ce que je vous raconte là n'est évidemment pas du tout en lien direct avec les écrans, il peut y avoir des tas d'autres facteurs, sauf que pour un certain nombre de ces enfants, je me suis rendu compte que ces autres facteurs auxquels on peut penser, par exemple des milieux défavorisés familialement ou peu stimulants, ou une histoire, même une courte histoire de vie comportant certains traumas n'était pas présente, et que leur facteur commun c'était une consommation précoce, intense d'écran et au contenu parfois inadapté. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en proposant aux parents de les diminuer et de les supprimer de manière importante, eh bien, on voyait une cascade de comportements, d'attitudes positives qui en découlaient. Et évidemment, là, ça joue comme dans les jeux vidéo pour les parents, c'est-à-dire que quand ils obtiennent un succès avec leur enfant, quand ils trouvent une méthode qui marche, eh bien, ils la répètent et ils sont encouragés par les succès de l'enfant et souvent ils maintiennent, en particulier pour les plus jeunes où c'est très facile, plus facile d'établir des règles, ils maintiennent ces limitations sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Je vais vous expliquer les limitations que moi je propose et qui m'ont l'air assez simples, évidemment, qui sont issues des recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie dont vous a parlé Bruno tout à l'heure. Alors, moi, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des enfants d'âge primaire. Les raisons pour lesquelles l'enfant consulte en primaire, elles sont aussi assez monotones en CMP, et on vous en a parlé tout à l'heure. Je vais les répéter. C'est essentiellement des problèmes d'attention. L'attention, c'est devenu le motif numéro 1 de la consultation actuellement en psychiatrie de l'enfant. Ça commence aussi à envahir les services adultes, avec évidemment des tas de thèses, d'hypothèses qui sont émises depuis longtemps à ce sujet, et puis le succès aussi de certains médicaments pour soigner l'attention. Des problèmes d'attention, des problèmes de comportement, avec des enfants qui sont des enfants qui se mettent, pas forcément des enfants agressifs, mais des enfants qui ne supportent pas la moindre frustration, qui se mettent en colère en permanence. L'enfant, dès qu'on lui dit non, ou qu'il imagine un refus, qui éclate. Alors il ne fait pas comme ça, il ne fait pas exprès, c'est comme ça, il s'énerve très facilement. Du coup, il perd vite le contrôle de ses mots, de ses gestes, et puis il donne des coups de poing. Il est souvent dans la bagarre. Du coup, comme il est souvent dans les bagarres, il est isolé, il est moins invité aux anniversaires, il a peu d'amis, et bon, c'est une espèce de cercle qui se met en place. Et puis des problèmes anxieux aussi, beaucoup de problèmes anxieux. Alors ça, on a beaucoup d'enfants très peureux, l'enfant qui a peur de tout. Par exemple, l'enfant qui le soir n'arrive pas à s'endormir seul, alors c'est normal que l'endormissement, ça soit un peu difficile pour un enfant de 2-3 ans, mais à 7, 8, 9, 10 ans, le nombre d'enfants que je vois avec la mère qui est obligée de rester dans la chambre, voire dans le lit de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit endormi pour s'autoriser à le quitter. Des enfants avec des sommeils perturbés, beaucoup de cauchemars. Des enfants qui aussi ont peur de rester jouer seuls. Non seulement ils ne savent pas jouer seuls, évidemment, en dehors de jouer avec un écran, mais comme Bruno vous l'a expliqué, le problème de l'écran, c'est que c'est aussi un simulateur de présence. Donc des enfants qui ne peuvent pas jouer seuls dans leur chambre, ni y rester. Ils sont toujours obligés d'être dans le salon, ce qui est normal pour un petit de 2-3 ans qui n'a pas encore appris à prendre de la distance et à être seul, ce qui n'est pas normal pour un enfant de 6-7 ans, d'âge primaire. Et donc enfant qui ne peut pas rester seul dans sa
sa chambre, qui s'inquiète évidemment dès que sa mère sort faire 2 minutes les courses. Voilà, ce sont souvent les mêmes qui, lorsqu'ils sont entrés en maternelle, avaient beaucoup de difficultés de séparation. Alors je vous parle de tout ça qui a l'air sans rapport direct avec les écrans. En fait, tous ces points que je vous ai évoqués peuvent avoir un lien avec une consommation trop précoce, intense et inadaptée des écrans. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, là, Héloïse vous en a parlé. Pour qu'un enfant en fait arrive en primaire de manière puisse entrer dans la latence et à l'école élémentaire en primaire de façon sereine, il faut qu'auparavant un tas d'étapes aient été franchies et qu'on ne peut, comme elle a très bien dit, court-circuiter. Et jusqu'ici, on pourrait dire qu'il y avait des méthodes assez classiques d'éducation de l'enfant qui finalement fonctionnaient pas mal, avec l'idée que par exemple de 3 à 6 ans, eh bien, la découverte du monde, c'était essentiellement une découverte sensorimotrice. C'est-à-dire que l'enfant a besoin, pour comprendre le monde qui l'entoure, de manipuler les objets, de les éprouver dans leur profondeur, leur dureté, etc. Ça, c'est un point essentiel. Cette découverte sensorimotrice, c'est tout le travail, évidemment, de la maternelle, de la crèche d'abord, puis ensuite de la maternelle. Et puis, cette manipulation sensorimotrice, elle va ensuite se traduire au niveau du graphisme par l'exercice des différentes... la manipulation des différentes textures, etc. pour les dessins. Alors, et puis, l'autre chose essentielle aussi, c'est le développement du langage, parce que apprendre à parler, c'est aussi apprendre à pouvoir s'exprimer, à pouvoir penser, comme donc, le rappelait Loïs Bonod. Et l'échange avec l'adulte tutélaire est indispensable à la formation du langage, parce que il permet de s'approprier le langage de manière adaptée. Donc, alors, ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'on voit arriver dans les consultations, comme le disait Héloïse, des enfants qui ont... alors moi, je n'ai pas d'enfants en dessous de 2 ans, mais des enfants qui ont 3 ans, 2 ans et demi pour les plus jeunes, et qui n'ont jamais manipulé un jouet classique, on va dire, un objet, un cube, ou très très peu, et qui ont été mis directement devant les écrans. Très tôt, ça a été, voilà. Ça se poursuit évidemment jusqu'à l'entrée en primaire. Là, je rappelle quelques chiffres, mais on l'a déjà dit beaucoup ce matin. Ça correspond évidemment à une augmentation de la consommation du temps d'écran. En France, on est à 4h30 par jour pour la télévision Internet chez les 8-18 ans. À 10 écrans en moyenne par foyer, où les enfants entre 6 et 11 ans, et aux États-Unis, où ils sont toujours plus en avance, ils sont à 7h40 par jour, TV, console, ordinateur, smartphone confondus pour les 8-18. Alors, donc il y a toute une génération d'enfants qui arrivent avec ces troubles, enfin n'ayant absolument pas touché ou très peu des objets classiques, enfin des jouets classiques qui font partie, qui sont importants dans le développement de l'enfant, et ce sont souvent les mêmes, qui ont peu bénéficié d'interaction avec l'adulte tutélaire, c'est-à-dire le parent qui s'en occupe. Ça peut être, enfin, l'adulte tutélaire, c'est tout adulte qui prend soin de l'enfant. Et ces enfants-là, eh bien, force est de constater qu'ils présentent un certain nombre de troubles, que ce soit donc en maternelle ou ensuite en primaire. Alors voilà les principaux, ils ont déjà été dits. Alors les principaux effets observés, Bruno vous les a dit, ça c'est 3 champs qui concernent 3 domaines atteints par une utilisation trop intense, précoce et inadaptée des écrans. Le corps avec le problème du sommeil, du poids et de la motricité fine, ça a été abordé. La cognition avec la question de l'attention, du langage et de l'imaginaire, sur lequel je vais revenir puisque ça concerne les enfants de primaire. Et puis la question du comportement. Alors la question du sommeil, j'en parle pas, hein, ça a été évoqué. Alors cette question-là, la question de l'attention, j'y reviens, parce que c'est essentiel pour pouvoir apprendre d'être concentré.
Ça paraît simple, mais enfin bon, c'est un constat. Les enseignants font ce constat-là. Moi, j'ai rencontré récemment un enseignant qui allait partir à la retraite dans une école de secteur public avec des enfants plutôt... enfin voilà, vif, réussissant bien, mais qui me disait, c'est un fait, chaque année, je dois réduire le temps des activités. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait rester 20 minutes sur la lecture, et là, maintenant, c'est réduit à un temps. Pas parce qu'il a plus d'enseignement à faire, c'est parce que les enfants zappent. Hein. Donc les enseignants s'adaptent à ce mode zapping de l'enfant. Et ce que vous a bien expliqué Bruno ce matin, donc je vais encore en rajouter une couche, mais il l'a déjà très bien dit, c'est que on a des enfants avec de plus en plus avec des troubles attentionnels, parce que tout simplement l'attention, c'est un mécanisme complexe qui comprend, si je schématise, deux types d'attention. Une attention primaire archaïque, qui est celle que on partage avec les grands mammifères et qui va faire que lorsqu'il y a un stimuli auditif ou visuel, on s'oriente vers ce stimuli auditif ou visuel. Et le succès des écrans, de la télévision, des DVD, etc., c'est de multiplier ces stimulations auditives et visuelles de plus en plus, qui sont de plus en plus rapides. En particulier les dessins animés, où on a, pour certains dessins animés, un plan par seconde. Donc l'attention de l'enfant est captée en permanence, l'attention de type primaire, par ces écrans, mais en même temps, elle est vidée. Au bout d'un quart d'heure, si vous mettez un enfant devant ce type de dessin animé, au bout d'un quart d'heure, il va passer, alors qu'il regarde ce type de support, à un mode plutôt hypnoïde, celui qu'on observe avant l'endormissement. Donc, ce qui veut dire que si vous mettez un enfant d'âge primaire devant la télévision les 5 minutes avant de partir à l'école ou les 10 minutes, c'est un peu comme si vous vidiez la batterie de votre téléphone avant d'aller travailler. C'est absurde. Donc l'enfant arrive à l'école, il a déjà épuisé sa batterie attentionnelle, et un enfant qui est sans attention, on le fait, c'est pas un enfant qui s'endort tranquillement sur la table, c'est un enfant qui va s'agiter, bavarder, faire tomber ses affaires, etc. Et justement, ce que requiert l'école, c'est un deuxième type d'attention qui, celui-là arrive en second, celui-là n'est pas inné mais acquis, c'est ce qu'on appelle l'attention volontaire, c'est la capacité de l'enfant, du sujet, de tout être humain, à se centrer sur des stimuli qui sont neutres, comme sont par exemple les lettres au départ dans l'apprentissage de la lecture, ou bien les chiffres, etc. Hein, donc à se centrer volontairement. Voilà. Donc, ce qu'on voit arriver de plus en plus en consultation, ce sont des problèmes des enfants avec des difficultés d'entrer dans la lecture, alors même qu'on a des familles qui sont, les parents disent, les parents sont lecteurs, et il y a des livres à la maison. Hein. Ça ne concerne pas, encore une fois, forcément les milieux défavorisés. L'enfant a du mal à rentrer dans la lecture, il ne s'y met pas, il atteint le fin du CP, fin du CE1, il est encore en train d'annoncer. Et tout simplement parce que lorsque dans une pièce, une famille, il y a le choix entre un écran allumé et un livre pour un enfant qui est apprenti lecteur, mais il n'y a pas photo. N'importe quel enfant va se tourner vers l'écran, vers ce qui va stimuler, capter son attention. Parfois, l'adulte fait de même. Hein. Donc, une des recommandations extrêmement simples, et ça marche très bien, c'est de dire aux parents, si vous voulez que votre enfant devienne lecteur, il faut juste l'année de CP, il n'y a pas photo, il faut arrêter tout, si vous voulez qu'il découvre cette joie et ce plaisir. Donc voilà, ce que je disais, ces apprentissages scolaires requièrent ça. Lorsque l'enfant donc est exposé de manière donc comme ça fréquente, ben, il a du coup du mal à exercer cette attention volontaire. Ça a un impact aussi sur l'imaginaire. Alors ça, c'est là aussi, je vais aller très vite. Je vais pas reprendre. Je vais juste reprendre le deuxième point. Je me suis aperçue aussi que, paradoxalement, les enfants comme ça exposés de manière continue aux écrans ont un imaginaire très pauvre, que ce soit au niveau, on le repère au niveau du graphisme, des dessins qu'ils produisent, ou que ce soit au niveau de ce qu'ils peuvent construire, raconter
raconter ou mettre en scène. Nous, on a parfois des groupes contes dans notre CMP. Les collègues qui font ça depuis longtemps me disaient mais ça s'appauvrit considérablement. C'est-à-dire qu'il y avait 20 ans, on pouvait proposer à l'enfant de mettre en scène une histoire. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je me suis un peu posé la question, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que imaginaire c'est image c'est quand même, par exemple la télévision c'est quand même pourvoyeuse de plein d'images différentes, ça enrichit. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que je pense que ça... Alors, je vais vous parler d'abord d'une étude de Peter Wittgenstein qui a été faite, peut-être vous connaissez, elle est souvent citée, sur les dessins de 1900 enfants âgés de 5 à 6 ans. Donc, ce monsieur, alors 1900, c'est un échantillon qui est énorme, hein, là, qui est, on peut dire, représentatif, donc d'enfants, on dirait d'âge de grande section. Il leur a demandé, dessine-moi un bonhomme. Et il a étudié de manière systématique les dessins des enfants. À l'issue des consultations, ils étaient 2. Et il s'est aperçu que les enfants qui regardaient moins de 60 minutes de télé par jour produisaient ce type de bonhomme, donc bien construit, ce qu'on est en droit d'attendre d'un enfant de grande section maternelle, et ceux qui consommaient plus de 180 minutes de télé par jour avaient des bonhommes beaucoup moins achevés, beaucoup moins finis. Il a même des dessins où c'est juste quelques traits comme ça. Ce qui veut juste dire, et ça le dessin du bonhomme, c'est le truc attendu, je vais dire, par les enseignants, par les psychologues, parce qu'évidemment ça dit beaucoup de choses de la représentation de soi, etc. Mais ça dit aussi beaucoup de choses, je pense, des capacités d'observation de l'enfant. Et pour développer un graphisme abouti, il faut pouvoir focaliser son attention de manière assez longue sur ce qu'on voit, ce qu'on observe autour de nous, et aussi s'exercer. Et la télé, malheureusement, lorsqu'elle est trop présente, empêche ça. Elle empêche de développer le graphisme, tout simplement parce que c'est du temps volé, et aussi elle empêche une focalisation adéquate de l'attention sur l'extérieur. Voilà. Alors maintenant, le problème du comportement, est-ce que j'ai un peu de temps encore ou je déborde là? Encore 3 minutes. 3 minutes, alors je vais... Bon, ça a été déjà bien expliqué avant. Je rappelle juste que ce qui apparaît dans les études et qui est très bien expliqué dans le livre de Michel Desmurger, donc TV Lobotomie, c'est globalement l'exposition répétée à des contenus violents, inadaptés, crée 3 types de réactions. Elle augmente, on voit une augmentation des réactions de l'enfant ou du sujet adulte aux situations de frustration, des cognitions agressives, des comportements d'agression. Alors, ce matin, il y avait, je ne sais plus quel jeune intervenait, disait et pensait qu'il y avait un lien direct entre visionnage de situations violentes et coups violents. C'est tout à fait vrai, c'est direct, mais ça ne veut pas dire que c'est valable pour tous les enfants, mais c'est très clair là, à la fois les études le montrent et l'observation des enfants, que des enfants qui sont confrontés de manière régulière l'enfant c'est un imitateur né, hors pair, il reproduit ce qu'il voit. Donc s'il va voir depuis la petite enfance et des milliers de fois des gens qui se tabassent, évidemment, lorsqu'il entre en contact avec d'autres enfants et qu'il n'est pas d'accord, il va les taper. Ça me paraît d'une logique, je ne vois même pas pourquoi on irait faire des études ou des méta-analyses pour expliquer que c'est un peu bizarre comme raisonnement. Mais voilà. Donc, des enfants, donc ça on observe évidemment, donc, je disais beaucoup plus d'enfants qui sont dans des comportements d'impulsivité, tout simplement, quand ils sont face aux autres enfants, et beaucoup aussi, ce qui est lié, parce que souvent les plus grands bagarreurs sont aussi les plus trouillards, beaucoup de comportements d'anxiété, c'est-à-dire des enfants qui, parce que justement, ils ont été en permanence mis face à ce simulateur de présence qu'est l'écran, n'ont pas appris à développer, à trouver en eux, parce que chaque enfant là, les ressources internes pour jouer seul, pour être bien seul, et du coup sont paniqués dès qu'ils se retrouvent dans une situation de séparation qui est le moment de l'endormissement, où on se sépare de la journée pour entrer dans la nuit, et où on se sépare des parents, et puis qui sont incapables de jouer seul ou de se séparer de l'adulte. Donc ça, le nombre d'enfants que j'ai vus qui à 7 ans jouaient à GTA, c'est-à-dire le dernier GTA, je crois qu'on torture un terroriste avec des filets
électrique, on est donc dans du hard, ils jouent à ça et parallèlement, ils ne peuvent absolument pas s'endormir sans leur mère à leur côté. Hein. Donc moi, je ne sais pas, dans ces cas-là, ce qui est le plus important. Voilà. Et donc, deuxième effet, je vous disais, des troubles anxieux. Et troisième effet des contenus à caractère violent, c'est une diminution de l'empathie. L'empathie, vous savez, c'est cette émotion qu'on partage avec aussi les mammifères, c'est-à-dire cette capacité à venir en aide, à porter de l'aide au sujet que je vois en détresse. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que les enfants qui jouent de manière très précoce à des jeux vidéo violents, c'est-à-dire qui s'exercent à produire ce geste des milliers de fois et qui sont récompensés quand ils le font, eh bien, du coup, évidemment, ils ne vont pas devenir forcément violents ou agressifs, mais ils perdent cette capacité sociale essentielle qui est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à porter de l'aide au sujet que je vois en détresse. Hein. La scène habituelle, il y a une scène d'agression dans le métro et puis on sort son portable, on filme au lieu de tirer la sonnette d'alarme. Et dans les cours, c'est le fait que les scènes comme ça de violence sont filmées et il y en a peu qui pensent à aller avertir un adulte. Voilà. Alors je passe sur les contenus à caractère pornographique parce que j'ai pas de temps pour les développer. Je vais juste là terminer. Je pense que ce que j'observe moi, c'est que en fait, si on explique les choses assez simplement aux parents, en leur expliquant tous les enjeux au niveau affectif et au niveau aussi scolaire pour leur enfant, surtout les parents d'enfants jeunes, en fait, quel que soit le milieu, ils le comprennent bien et ils sont prêts à l'appliquer. Et surtout, ils ont envie aussi d'être acteurs de ce processus, on va dire, de guérison de l'enfant. Alors, moi, je partage pas il me semble que les règles édictées par Serge Cicéron sont impossibles, les 3, 6, 9, 12, parce que tout simplement, on peut avoir justement dans une même fratrie 4 enfants d'âge différents et on peut absolument pas donner des recommandations valables pour l'un et pas pour l'autre. Donc, je reprends celles qui sont données par l'Académie américaine de pédiatrie, qui sont finalement très très simples et faciles à appliquer, à mesurer, ce que j'appelle les 4 pas pour bien grandir, c'est-à-dire pas de télévision et internet dans les chambres d'enfants, pas d'écran le matin avant de partir d'école pour les problèmes d'attention qui en découlent, pas de repas familiaux devant la télévision et évidemment respecter les limitations PEGI. Et si on observe ces 4 pas pour grandir, on peut voir apparaître 4 soleils, c'est-à-dire une capacité de l'enfant à s'endormir plus facilement, ne pas faire de cauchemars, pouvoir être plus attentif, accepter d'être seul et pouvoir s'expliquer et agir par les mots. Voilà, je vous donne juste une petite bibliographie, ça sera probablement rappelé, ça a été déjà donné par Bruno Harley, et c'est redit, donc, mais les travaux de Bègue sont passionnants sur l'agression humaine. Évidemment, le livre de Desmurger, on ne le recite pas, mais c'est un peu la Bible, hein, il contient tous les articles sur le sujet, et puis le très beau livre de Postman, Se distraire en mourir, et puis celui de Lachaud, Le cerveau attentif, qui explique de manière beaucoup plus détaillée le système attentionnel. Voilà. Merci beaucoup pour ce point de vue d'un professionnel de la santé psychique. Est-ce qu'on pourra avoir ce PowerPoint éventuellement pour le diffuser? Question. Et je passe la parole à Sophie Geyel, maître de conférence à l'Université Paris 8 en sciences de l'information et de la communication. Le petit... je voudrais le... Voilà. Merci. Bonjour. Voilà, mon intervention va être complémentaire des interventions précédentes. Je ne suis pas psychologue, je suis sociologue, ce qui me conduit à avoir un point de vue qui tient compte des apports de la psychologie, mais qui va se focaliser davantage sur les enjeux, je dirais, politiques des écrans. Je crois que, en sociologie, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, même si on peut mesurer en psychologie sociale des effets, entre guillemets, des médias, les choses sont plus compliquées parce que la relation des enfants aux écrans, c'est une relation médiée
par un certain nombre d'acteurs dont justement je vais vous parler. Une des différences qu'il y a entre l'approche sociologique et l'approche psychologique, c'est que le risque à en rester à une approche psychologique serait de privilégier des solutions individuelles. Nous sommes devant un problème qui est un problème social, qui est un problème politique, c'est un problème d'éducation de l'ensemble des enfants. Si on en reste à une approche individuelle, ce qui va se passer, c'est que les messages qui vous ont été donnés tout à l'heure vont être quand même beaucoup plus facilement pris en charge dans les milieux favorisés et vont avoir beaucoup moins d'impact sur les milieux populaires qui sont précisément ceux qui sont quand même statistiquement les plus en difficulté scolairement, etc. Voilà, l'autre démarcation que j'aurais, c'est, on vous a, je pense, exposé ce matin l'idée que les écrans pouvaient être thérapeutiques. Je pense que la thérapie ne vient pas des écrans, précisément, elle vient des médiations qui entourent les écrans. Car les écrans sont des objets sociaux, ce ne sont pas des objets magiques, et la technique est elle-même un objet social. Alors, les risques, donc je vais vous parler des risques et des régulations, des risques médiatiques et des régulations sociales dont sont l'objet donc les médias, tout cela pour participer à une mobilisation à laquelle je pense cette journée souhaitait aboutir, c'est-à-dire l'idée que devant les écrans, nous ne sommes pas isolés, nous avons des choses à faire en commun, et il faut stimuler des régulations sociales autour des écrans. Donc là, je rappelais d'abord quels sont les risques médiatiques qui sont aujourd'hui pris en compte, parce que la problématique des risques médiatiques, elle n'est pas nouvelle. Un certain nombre de risques sont reconnus aussi bien par les pouvoirs publics que par les industries médiatiques, et cette reconnaissance a conduit en Europe à la mise en place de certaines formes de régulation, en France et en Europe. Par exemple, sur la télévision avant 3 ans, alors je pense que nous avons pour l'instant, c'est une bataille à poursuivre, nous avons pour l'instant perdu la bataille sur les tablettes avant 3 ans. Parce qu'il y a eu un barrage médiatique qui a fait que c'est le discours de l'Académie des sciences qui a prévalu malgré la mobilisation d'un grand nombre de chercheurs et de psychologues. Sur la télévision avant 3 ans, en France, nous avons remporté cette bataille. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun enfant, comme vous l'avez dit, devant les écrans, mais nous avons quand même un point d'appui qui est très important, c'est un discours public qui est celui du ministère de la Santé et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui indique aux parents que la fréquentation des écrans est défavorable au développement des enfants. Encore une fois, c'est pas, on n'est pas au bout de nos peines, mais c'est quand même quelque chose ça a été possible parce qu'il y a eu une mobilisation, notamment du collectif interassociatif Enfance et Médias, et donc il y a eu une mobilisation des associations qui a réussi à avoir prise, si vous voulez, sur la régulation du CSA, et ça a été l'enjeu de mobilisation qui ont été réussis. Elles ont peut-être été réussies parce qu'il y avait peu d'acteurs médiatiques français, nationaux, qui étaient engagés dans la production. Il n'y avait pas de chaîne, si vous voulez, française qui était directement destinée aux tout-petits. Les autres risques sur lesquels des régulations sociales se sont mises en place, c'est notamment sur les contenus violents, sexuels, sur la publicité. On a une régulation au moins à la télévision. Les nouveaux thèmes sur lesquels le CSA notamment se mobilise, donc en matière de télévision, c'est la question de la représentation inégale des hommes et des femmes, donc la question de l'image de la femme, elle est au cœur aujourd'hui d'action du CSA. La question aussi de la représentation inéquitable des minorités, ce sont des nouveaux thèmes, si vous voulez, qui sont pris en charge, qui commencent à être pris en charge et à être à la fois être reconnus par les opérateurs et par les pouvoirs publics comme étant des problèmes sur lesquels il convient de se mobiliser.
Et ça a donné lieu, bon, je rappelle quand même à la télévision qu'il y a, et ça ne s'est pas fait tout seul, ça a été l'objet d'années de mobilisation et d'action, à la fois de l'intérieur du CSA, notamment parce qu'à l'époque j'y travaillais, et de l'extérieur par les associations éducatives, Ligue de l'enseignement, CMEA, associations de parents d'élèves, etc., qui ont pu porter, se battre, notamment sur une chose qui paraît toute simple aujourd'hui, le système de la signalétique avec des chiffres. Souvenez-vous, pendant 6 ans en France, on a eu un système de signalétique que personne ne comprenait et qui pourtant était censé répondre aux problèmes des contenus violents, sexuels, etc., inadaptés aux enfants. Il y a des risques qui ne sont pas encore reconnus par les opérateurs médiatiques ni par le CSA. Ce sont certains des risques dont vous avez parlé, les risques relatifs à les risques que représente une consommation trop forte d'écran, notamment pour la scolarité, les capacités d'attention, etc., après 3 ans. Là-dessus, aujourd'hui, il n'y a pas de mesures qui soient prises. Alors, par rapport à ces risques, j'ai fait une enquête, donc je me permets de faire une petite publicité pour le livre que j'ai écrit à la suite de cette enquête. J'ai réalisé une enquête donc indépendante, ayant quitté le CSA, auprès de plus de 1000 préadolescents et de leurs parents, particulièrement d'ailleurs en choisissant des établissements scolaires dont 40% étaient en ZEP, sur à la fois leur consommation, leur goût, les régulations parentales et l'impact de ces régulations parentales sur les consommations, les goûts et les attitudes des enfants par rapport à la signalétique. Ce que je veux rappeler, c'est l'importance des régulations familiales vis-à-vis des écrans. Les enfants ne sont pas seuls face aux écrans. La relation des enfants aux écrans, elle est médiée par le discours parental. Alors, qu'est-ce que sont ces régulations familiales? Bon, vous en avez parlé. C'est le contrôle de la durée de la fréquentation des écrans. C'est des moments interdits. C'est-à-dire que selon le simple fait que les parents interdisent 1 jour par semaine la télévision et que l'enfant, donc dans mes enquêtes, ne coche pas tous les jours de la semaine comme étant des jours auxquels il regarde la télévision, le simple fait de ne pas regarder 1 jour par semaine la télévision avait des effets, j'ai pu le corréler avec le fait d'avoir une culture médiatique violente nettement moins importante. Donc, et il y a quand même beaucoup de parents qui posent on est à peu près à 70% en France, de parents qui posent des interdits sur la télévision. Ils en posent d'ailleurs aussi sur l'Internet, ils en posent aussi sur les téléphones portables. La régulation, c'est aussi la régulation du type de contenu. Si avant 3 ans, c'est tout type de contenu qui est inadapté aux enfants, à partir de 3 ans, les parents peuvent s'appuyer sur la signalétique de la télévision, sur la signalétique PEGI pour les jeux vidéo, et pour Internet, même si ce n'est pas la panacée, ils peuvent s'appuyer quand même, il faut qu'ils s'appuient sur des logiciels de contrôle parental. Le résultat de mon enquête, c'est que quand il y a une régulation parentale, dans le sens d'une canalisation des pratiques médiatiques des préadolescents, eh bien les conséquences sont visibles sur la culture médiatique des préadolescents, sur leur accès au contenu violent. C'est-à-dire qu'ils vont connaître beaucoup moins de contenus violents que les autres, ils vont pouvoir en citer moins que les autres, et ils vont déclarer moins de goût pour ces contenus, et cela est corrélé sans que mon enquête permette de développer, si vous voulez, exactement le lien entre ces deux faits, mais c'est corrélé à une meilleure qualité de la relation à l'école. C'est-à-dire qu'ils déclarent davantage aimer aller à l'école. Quand on connaît effectivement le contenu, comme le disait Sabine Duflot tout à l'heure, le contenu des jeux vidéo violents, effectivement, ils sont en contradiction complète avec les valeurs de l'école. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un lien entre ces 3 formes de régulation principales, que sont la régulation parentale, les régulations publiques et les régulations privées réalisées par les opérateurs médiatiques.
Les régulations, donc je vous ai parlé des régulations parentales, les régulations publiques, ce sont les conseils, les recommandations, mais c'est aussi bien sûr le contrôle exercé sur la façon dont les opérateurs médiatiques vont exercer leur autorégulation ou vont respecter les conventions qu'ils ont passées, puisque en France, comme en Europe, les chaînes de télévision, les radios ont passé des conventions avec le CSA et s'engagent à respecter un certain nombre de principes relatifs à la protection des mineurs. La troisième forme de régulation, elle est moins connue en France parce qu'elle est, plus, elle est moins dans la culture de la culture politique, on va dire, française. Ce sont ces mesures que les opérateurs médiatiques, les chaînes, les radios, les jeux vidéo prennent par rapport à leur propre contenu. Le système PEGI, c'est un système qui est entièrement fondé sur l'autorégulation. Le problème de ces régulations que j'ai appelées ici des régulations privées ou des régulations donc des opérateurs médiatiques, c'est qu'elles sont ambivalentes. Dans un sens, ce sont les chaînes de télévision qui classent les programmes avec les petits pictogrammes 10, 12, 16, 18, quitte à ce que le CSA puisse avoir un droit de regard a posteriori. Donc ce sont les chaînes qui mettent ces signalétiques, mais ce sont aussi les chaînes qui vont faire la promotion des films les plus violents, des séries policières, qui vont éventuellement faire la promotion de GTA, etc. Et donc, la culture médiatique des enfants, elle est le résultat de l'ensemble de ces régulations. Les risques médiatiques sont les conséquences des stratégies industrielles et des politiques publiques. Là, je vais vous parler davantage du web. Donc, voilà. Ce qui s'est, jusqu'à présent, si vous voulez, et l'ouvrage dont je vous ai parlé, porte essentiellement sur la télévision et les jeux vidéo, même s'il y a des éléments intéressants sur l'Internet. Mais sur le web, il se passe une exposition des enfants au contenu violent et sexuel d'une nature qui est complètement inédite. C'est inédit, ça dure depuis 10 ans, on est d'accord, mais c'est quand même tout à fait inédit. Et c'est préoccupant. Il y a quand même des études qui sont faites au niveau européen, donc là je m'appuierai uniquement sur des études officielles, qui disent qu'en France, nous avons un niveau d'exposition des enfants aux images sexuelles qui est un des plus élevés d'Europe, à 25% déclaratif. Ensuite, on peut discuter les chiffres, mais 25%, c'est 5 fois plus que les enfants allemands, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même très élevé. Une récente enquête, encore plus récente, européenne, qui porte sur 5 pays, s'appelle Net Children Go Mobile, en 2013, montre que les enfants qui ont des smartphones, les adolescents, si vous voulez, qui ont des smartphones ou des tablettes, sont 2 fois plus exposés aux images pornographiques, ce qui n'est pas, évidemment, totalement surprenant. Mais nous avons donc ces chiffres. D'ailleurs, les Britanniques sont particulièrement inquiets. Il y a un vrai débat en Grande-Bretagne en ce moment, depuis une année, sur la régulation de la pornographie. Et un rapport public, absolument pas militant, était intitulé « Porn is everywhere ». Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en cherchant ce rapport sur Google, il était censuré par l'excellent logiciel de filtrage de Google. Donc c'est aussi un problème, c'est-à-dire si on filtre les contenus qui sont censés informer le public, eh bien c'est qu'on a des mauvais logiciels, et si on a des mauvais logiciels, ce que font les parents dans ces cas-là, c'est qu'ils les débranchent. Deuxième problème fait, si vous voulez, c'est que les risques médiatiques sont liés à des choix politiques. Nous sommes à la veille d'élections européennes, donc je me permettrai de rappeler l'enjeu de l'Union européenne dans les choix politiques de régulation des médias, particulièrement du web. Et la France a été, totalement suiviste sur la question. Elle aurait très bien pu innover et développer des politiques un petit peu plus protectrices. Elle ne l'a pas fait. Le choix politique qui a été fait, c'est de favoriser l'autorégulation des opérateurs médiatiques au détriment de la régulation traditionnelle. Donc on a sur le web, sur Internet, un niveau de régulation qui est bien plus bas que celui qui existe
sur les médias traditionnels, télévision, qui sont pourtant beaucoup plus faciles, tout est relatif, mais beaucoup plus faciles à contrôler par les parents que le web. Or, le raisonnement de la Commission européenne, de l'Union européenne, et donc derrière là, de tous les gouvernements européens, je ne veux pas jeter la pierre sur l'Europe, hein, on est solidaires, mais c'est de dire que le web serait plus facile à contrôler par les parents, et que donc, il justifierait une moindre régulation. Ce qui fait que sur le web sont interdits uniquement les messages pédopornographiques, c'est-à-dire le pire de la pornographie, et les contenus haineux. Vous avez pu remarquer qu'ils circulent quand même allègrement sur YouTube et que la police n'a pas l'air de s'en soucier énormément. C'est ressorti à l'occasion de l'affaire Dieudonné, mais il n'y a pas que... je dirais que c'est l'arbre qui masque la forêt. Ce sont des choix politiques qui rendent... qui s'en reportent, si vous voulez, aux stratégies des industries culturelles pour construire la culture médiatique des jeunes. Or, ces industries favorisent la connexion la plus importante, la plus intense, l'individuation des consommations par les tablettes et les smartphones, la précocité dont vous avez parlé, l'instantanéité qui favorise la pulsion, hein, sans prendre le temps de la réflexion, c'est des thèmes que vous avez abordés, l'exposition de l'intimité et des données personnelles, parce que l'intimité, c'est un moyen qui permet le financement aujourd'hui des industries médiatiques. Et alors, je voulais vous donner un exemple que je trouve quand même assez hallucinant. C'est un exemple de site pour jeunes, qui est un des sites qui revendique la plus grande audience sur les jeunes, entre guillemets. Alors, quel est l'âge de ces jeunes? Si on regarde, si on cherche vraiment les déclarations du site lui-même, il dit qu'il s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, mais les codes qu'ils utilisent me semblent destinés à des jeunes plus jeunes. Et d'ailleurs, ils sont en lien. Donc, c'est le site melty.fr, un site français, qui a des liens avec M6 comme avec TF1. Donc on est sur un gros site, hein, plus de 10 millions de visiteurs par mois. Il est donc, vous avez accès sur la plateforme de Melty à une filiale de TF1. Et puis, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des codes qui me semblent viser des jeunes plus jeunes que 18 ans, puisque les filles sont en rose et les garçons en bleu. Les filles, alors pour les filles, les rubriques c'est fashion, hein, mode, beauté, shopping, selfie, bien sûr. Et pour les garçons, c'est la mode masculine et le high-tech, la pornographie, les sites de rencontres, la télé-réalité et la publicité. Alors, je voulais attirer votre attention là-dessus, sur le fait que sur ce site, sans aucune précaution, sans aucun avertissement, est promue la pornographie comme étant quelque chose d'humoristique, hein, d'amusant, vous voyez, avec des images qui sont certes non pornographiques, mais qui vous emmènent directement sur le site de YouPorn. La femme est hypersexualisée et voilà, je veux dire, d'un côté, les pouvoirs publics sont censés mettre tout en œuvre pour avancer vers l'égalité entre les hommes et les femmes, et nous laissons dans l'indifférence complète. Je suis tombée vraiment là-dessus par hasard, je n'ai vu aucun article sur ce sujet. Voilà, alors l'urgence me semble, et j'arrêterai là, c'est ma dernière diapositive, améliorer les régulations publiques pour les médias, renforcer la régulation sur le web et le filtrage des contenus violents. La seule technique qui existe aujourd'hui, c'est celle des logiciels de filtrage. Depuis 2009, le ministère de la Famille français a renoncé pour des raisons budgétaires, je sais que c'est très très important le budget, mais a renoncé à contrôler ces logiciels de filtrage. Il est urgent d'imposer la reprise de ce contrôle. Développer des logiciels performants, obliger les chaînes de services publics. Nous sommes, tout le monde le dit, et en particulier les marketeurs, nous serions dans une révolution numérique. Où est-ce qu'on a vu
on construisait des espaces publics nouveaux sans construire le moindre système d'accompagnement des parents. C'est-à-dire qu'on demande à tout le monde de se débrouiller tout seul, mais les gens ne sont pas informés. Nous avons des chaînes de télévision, de services publics, qui sont payées, que nous finançons précisément pour nous aider à comprendre le monde. Le monde, c'est aussi l'Internet, et je trouve incroyable qu'on n'ait toujours pas d'émissions grand public, de prise en main de l'Internet, des problématiques de l'Internet, à des heures évidemment favorables à une grande audience. Imposer des classifications pour les sites français, c'est une recommandation qui date de plus de 6 ans de la Commission européenne. Et il y a 6 ans déjà, le Forum des droits sur l'Internet était tout à fait à même de mettre en place cette classification. Elle n'est toujours pas faite. Alors, pourquoi ne l'est-elle pas ? Un des résultats de mon enquête auprès des parents et des préadolescents sur la télévision, c'est que les parents et les préadolescents sont extrêmement contents de l'existence de signalétiques, des signalétiques 10-12, etc. C'est-à-dire, pour eux, c'est une balise absolument indispensable. Et d'ailleurs, c'est la seule qu'on leur donne. Donc mais pour le web, on ne l'a pas fait. Il y aurait des choses à faire aussi pour améliorer la signalétique pour la télévision, notamment en donnant des motivations. Les parents sont très demandeurs de motivation pour comprendre pourquoi un programme a été classé 10, 12, 16, 18. C'est pas extrêmement compliqué d'adapter le système PEGI à la signalétique française, mais ça n'a pas été le cas, et tant qu'il n'y aura pas de mobilisation plus forte, ça ne se fera pas. Évidemment, parmi les régulations publiques, il y a le soutien à diverses formes d'éducation aux médias et de prise de conscience du fonctionnement des industries médiatiques. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup pour cette très riche table ronde qui tient le point de vue individuel et le point de vue sociologique et les nécessaires régulations sociales. 4 questions dans la salle ? Oui, Thierry Salentin, moi je suis ethnologue en Amazonie. Alors, Madame GL, j'ai vu que vous étiez à la Cité des Sciences. Il y a eu un grand débat au mois d'octobre 2013, pendant 3 jours. Ça s'appelait Révolution numérique et variation de l'enfance. Et à ce débat, je ne sais pas si vous avez entendu Boris Cyrulnik. Moi, j'en ai juste entendu son commentaire à la radio. C'était absolument effrayant parce qu'il disait que les enfants qui sont exposés très très jeunes à une surexposition aux écrans perdent la faculté d'interpréter les visages. Il avait l'air de dire qu'il y avait une perte de la capacité à lire les expressions des visages. Je voudrais savoir si vous avez entendu parler de ça ou... Bon, désolé si vous n'étiez pas là à ce moment-là, parce que c'était la veille de votre propre présence. On prend les 4 questions en même temps. Les 4, oui. Oui, je voulais savoir si, pour les assistantes maternelles qui ont les enfants entre 0 et 3 ans, excusez-moi pour le 0, est-ce qu'elles ont des recommandations pour la télévision dans leur domicile et l'usage? À la PMI ? Les assistantes maternelles qui ont donc les petits chez elles. Dans l'agrément de PMI, oui. Oh. Bonjour, Cédric Lopez. Je gère un CAMS dans le 77, donc on accompagne des enfants qui ont des troubles du comportement et tout ce que vous dites. La difficulté que l'on a, nous, à accompagner les familles à réfléchir à ça, c'est quand on est, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, quand on est face à des adultes qui ont eux-mêmes des difficultés vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que j'étais très étonné une fois de discuter avec une maman pour savoir à peu près le temps que son enfant passait devant les écrans et d'apprendre que c'est elle qui ne pouvait pas éteindre la télévision de toute la journée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas vivre sans la télévision allumée. Et là, vous avez une complexité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler avec elle, avant de travailler avec son enfant. Mais l'enfant, depuis qu'il est né, il est devant l'écran. On a des papas qui sont des gros gamers, qui jouent toute la journée, voire toute la nuit aux jeux vidéo, avec leur enfant à côté, dans la même pièce, et ils discutent entre eux, sans se regarder, et sans se voir. Du coup, et quand vous parliez de l'interaction entre les deux, c'est les parents qui ne sont pas forcément disponibles parce qu'eux-mêmes ont une addiction, ou en tout cas un lien
eux-mêmes aux médias, à la télévision, qui est complexe. Et c'est difficile pour nous de les accompagner à la compréhension de tout ça pour leurs propres enfants. Après, on a aussi une modification, on a une salle d'attente avec des magazines, on essaye de diversifier quand même la possibilité de réflexion, mais c'est principalement les smartphones qui protègent tout le monde de la rencontre avec les autres parents et de la possibilité de mettre un peu de médiation entre eux. Voilà, les parents eux-mêmes ont quand même des outils et quand ils attendent avec leurs enfants, le smartphone en général, ils passent de main en main. Voilà. Merci. Une quatrième. Bonjour, je suis papa de 3 enfants. J'ai une question très simple. Je crois savoir qu'en Suède, la télévision, enfin la publicité est interdite sur les télés destinées aux enfants. C'est pas le cas en France. Est-ce que vous avez une idée de, enfin pourquoi? Voilà. Merci. Qui veut répondre? Oui, je vais répondre juste sur cette question de la publicité. Pardon. Ce qui est compliqué, mais ça sera en même temps une réponse à la première question sur Boris Cyrulnik que je n'ai pas eu le plaisir d'entendre. Mais c'est sur le fait qu'il faut... les solutions radicales ne sont pas forcément les plus adéquates. Le problème de la suppression de la publicité, et donc je veux dire par là que faire peur aux parents en leur disant si votre enfant regarde l'écran, il ne pourra plus reconnaître les visages, je trouve qu'il y a quelque chose là il faut faire attention. Voilà. Si on fait, je m'appuie notamment sur un sociologue qui s'appelle Ulrich Beck qui a un peu réfléchi à ça. Dans la notion de risque, il y a une dimension de peur. Hein. On peut susciter des peurs et quand on suscite la peur, trop de peur, on inhibe en réalité les capacités de réaction. C'est pour ça, je crois que chacune, nous avons plutôt donné des solutions qu'essayer d'alimenter des peurs. Donc, les solutions radicales du genre interdire la publicité dans les émissions pour enfants, en France, elles ont été envisagées. Elles auraient eu pour conséquence la suppression des émissions pour enfants ou le fait de supprimer la production ou de rendre très difficile les investissements français, des chaînes françaises, dans le dessin animé français. Or, le dessin animé français, c'est une industrie qui compte. C'est on est le premier pays producteur de dessins animés. Il était important de continuer à financer ces dessins animés. Donc le choix ne pouvait être que supprimer la publicité en offrant un autre financement, notamment un financement public. Bon, c'est pas du tout ce choix-là qui a été fait. Hein. Quand en 2009, le gouvernement précédent a décidé de supprimer la publicité, il n'a pas supprimé la publicité dans les émissions pour enfants, il a supprimé la publicité après 20 heures sur les chaînes publiques. Donc vous voyez, l'articulation c'est pas faite. En tout cas, il faut faire attention. Voilà. Si on veut supprimer la publicité, il faut avant avoir trouvé d'autres ressources de financement, car le risque serait de diffuser davantage de dessins animés, je dirais japonais, américains, dans lesquels la publicité est insérée. Hein. À travers le placement de produits, elle est présente dans le contenu lui-même. Alors pour ma part, je vais répondre à la deuxième question concernant la formation des assistantes maternelles. Alors, à ma connaissance, j'ai participé régulièrement à des formations d'assistantes maternelles et la question des écrans est très très peu abordée, si ce n'est pas abordé du tout. Ça dépend vraiment des PMI, ça dépend aussi du listing des thèmes abordés pendant la formation des assistantes maternelles. Il est assez aléatoire hein, suivant les centres, il n'est pas toujours très, très figé. Alors c'est vrai que pour ma part, j'aborde toujours la question, mais c'est pas vraiment le thème qui est le bienvenu. Voilà. Donc effectivement, il y a quand même c'est un problème, je pense, il y a beaucoup d'enfants qui sont exposés de manière massive aux écrans chez les assistantes maternelles la journée. Ça, c'est un risque. Juste en complément, le ministère de la Santé, donc en 2008, le ministère de la Santé en 2008 a donc rédigé un avis sur le fait que la télévision était défavorable au développement des petits-enfants. Dans le même avis, il s'engageait à lancer des recherches sur l'impact de la télévision et des écrans sur les tout-petits, et il s'engageait aussi à des formations des professionnels. Donc ça n'a toujours pas été fait. Et c'est extrêmement regrettable parce que effectivement, ça fait partie des outils de régulation publique qui seraient souhaitables de développer. La crise financière est arrivée. Non, la crise financière n'a aucun rapport avec le sujet.
Donc sur la question des addictions aussi partagées par les parents, oui, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de préconiser des limitations lorsque les parents sont eux-mêmes addicts, enfin, quel que soit d'ailleurs l'objet. Et moi, par exemple, donc évidemment, si par exemple, j'ai une famille comme ça que j'ai reçue de 2 enfants, donc 2 parents, et l'enfant pour lequel la famille consultée était en 4e, il avait décroché scolairement depuis longtemps, il passait ses journées devant GTA, Call of Duty, etc. Il n'allait plus à l'école, et les parents s'inquiétaient, ils mettaient beaucoup en avant un trait de cet enfant, mais cet adolescent, qui était son haut potentiel. Et moi, ce qui me souciait, c'était surtout ces activités. Du coup, j'ai demandé la question que je pose toujours aux parents, est-ce que vous, combien de temps vous passez devant les écrans, est-ce que vous jouez aussi ? Et là, dans cette famille, la mère, après un problème au travail, enfin, s'était mise à jouer dans des jeux en ligne, elle, des jeux de rôle. Je demande aussi toujours s'il y a d'autres addictions, parce que très souvent, quand on voit comme ça un enfant avec une addiction très importante, il faut se demander s'il y en a une chez les parents, mais s'il y a aussi des addictions croisées à l'alcool, la drogue ou la cigarette. Et là, en l'occurrence, cette dame était un alcoolisme depuis longtemps. Donc, elle avait cette... et c'est à partir du moment où elle a commencé justement à jouer de manière ininterrompue, jointe à cet alcoolisme, que son fils aussi s'y est mis et ça a été encouragé. L'enfant qui était le second en 5e commençait à louper l'école et le rentrée lui aussi était sur les écrans, avec le père qui ne touchait pas, mais donc il avait un peu du mal à survivre dans la famille. Donc évidemment, il faut commencer par la question des parents, mais si on a des parents bien... ce que je veux dire aussi, l'autre chose, c'est que si on se trouve face à des parents bien intentionnés, ce que sont en fait la plupart des parents ou bienveillants et qui vont à peu près bien, c'est facile de mettre en place ces recommandations. À partir du moment où les parents ont aussi une addiction, on voit souvent des choses plus complexes. Merci. On va peut-être passer la place à les équipes qui viennent témoigner de leur pratique, de leur tentative de déconnexion.